Le bar des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous. Après ce long week-end, Pascal, et surtout après cette belle et large victoire marseillaise, 5-1, c'était samedi soir face à Montpellier. L'équipe du bar des supporters est là, fidèle au poste. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martins. Salut à tous. 5-1, victoire large, un but de Rabiot, un doublé de Greenwood, un but de Guiri, mais qui ne sera pas compté pour lui, puisque c'est un but contre son camp, un superbe but de Jonathan Rowe. Steph, l'OM a récupéré sa deuxième place, s'est imposé largement, et pour ce week-end en tout cas, c'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel. Après, c'est clair qu'on a vu 60 premières minutes, on a eu beaucoup de mal. Et à la mi-temps, le Vélodrome a grondé. À la reprise de la seconde mi-temps, le Vélodrome a montré le mécontentement aussi. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi prendre conscience aux joueurs qu'il fallait aller beaucoup plus vite de l'avant et jouer beaucoup plus dans la verticalité et la profondeur. Et tu vois que quand tu arrives à jouer simple dans le football et surtout en allant très vite, tu arrives à mettre des buts et avoir des occasions franches. Donc le ballon, c'est simple, mais c'est très difficile de le jouer avec simplicité. Jaco, 5-1 face à Montpellier, face à une toute petite équipe de Montpellier. Est-ce que la prestation de samedi, elle suffira ce week-end face à Brest ? Non, ça ne suffira pas. Après, Brest a des blessés et des suspendus, mais l'Olympique de Marseille doit mieux faire. L'Olympique de Marseille est capable de mieux faire. Ils nous ont montré en deuxième mi-temps ce qu'ils étaient en capacité de faire. Alors, si tu veux analyser le match le mieux possible, c'est que cette première mi-temps, elle a été difficile, très difficile. Tu n'as pas été capable de marquer un but dans le jeu. Tu as eu un penalty pour pouvoir marquer ce but-là. Donc, on doit faire mieux. C'est indispensable. Après, il y a eu des entrées satisfaisantes. Ça, c'était important. On va parler de l'entrée de Benasser. Benasser qui est pratiquement décisif dès ses premières minutes, dès ses premiers ballons. On a vu des passements de jambes, des petites passes bien précises. Ça, c'est important. L'entrée de Jonathan Rowe, n'en parlons même pas. En plus d'être buteur, il a été aussi important dans la verticalité. Donc tout ça, c'est à retenir. Par contre, il va falloir qu'on m'explique cette première mi-temps, parce que c'est très difficile quand même. Alors justement, on va commencer par les satisfactions. Dans un débrief, on commence toujours par les choses positives. Je vous ai beaucoup entendu dans le débrief parler d'un garçon comme Ulysse Garcia, qui a fait plutôt un très bon match de la vie de tous. Bien sûr, encore une fois, c'est un joueur qui a du 6-7 sur 10, donc qui est efficace, il te crée le penalty, il a été vraiment très important sur son côté gauche, et je vais même donner l'appareil sur son penchant à droite. Murillo a fait un très bon match. Ce qu'il fait sur le côté droit avec la galette qu'il donne à Greenwood pour son second but, il est tout simplement exceptionnel. Donc voilà, quand tu arrives à jouer simple et que tu joues de l'avant, quand tu as des joueurs de ce temps-là devant, tu arrives à être dangereux et à te créer des occasions et à marquer des buts. Nous, ce qu'on reprochait, et on l'a vu encore dans ce match-là, c'est que c'est trop, à un moment donné, je sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer, sincèrement, et quand tu regardes les stats, généralement, l'OM est très décisif entre la 60e et la 80e minute. Et tu as tout le temps ces 55-60 minutes de battement où je sais pas pour quelle raison, est-ce que c'est le coach qui demande pour faire courir l'adversaire et pour l'épuiser, mais de toute façon, quand tu as Montpellier en face, si tu peux le faire dès les 20 premières minutes, planter et leur faire très mal, je vois pas pourquoi attendre et prendre le temps d'eux. Ulysse Garcia, en fait, si tu veux, personnellement, ce qu'on disait avec Karim aussi, c'est que peut-être que lui, le fait qu'il joue moins souvent, il a plus de liberté intellectuelle dans le jeu. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément l'esprit de moins de formatage de Zerbi. Il est moins formaté. Et comme il est moins formaté, il va beaucoup plus dans la verticalité et il tente. Quand tu as récupéré ce penalty, c'est parce que tu es allé dans la zone dangereuse et tu as provoqué. On le dit à l'antenne, c'est là que tu as mangé. C'est de cet endroit-là. Vas-y, rentre dedans. Tout peut arriver à partir du moment où tu es dans la surface de réparation. Et lui, il est allé provoquer et lui, il a obtenu le penalty. Ensuite, on l'a vu aussi sur le couloir être très important parce qu'il porte le ballon de l'avant. On en a marre de cette horizontalité. Si on s'agace, c'est que on voit que les adversaires, les couloirs, ils sont bloqués, les gars. Donc, si tu veux tenter, on a vu Quentin Merlin être beaucoup mieux parce qu'il a tenté, parce qu'il a osé dribbler. Et quand tu oses dribbler et que ça passe, tu as la possibilité de faire des centres. Et quand tu fais des centres, il y a des buts. Parce qu'il y a des prises de risques. Mais oui, mais il faut prendre des risques. Mais je pense que
le coach n'a pas envie de prendre des risques. C'est un peu, dans son état d'esprit, c'est on prend aucun risque. Mais à un moment donné, dans cette zone-là, il faut les prendre. Oui. C'est indispensable. On a beaucoup parlé la semaine dernière de la défense qui prêtait un petit peu quelques inquiétudes. Vous avez parlé du bon match d'Ulysse Garcia, de celui d'Amir Murillo. Est-ce que vous considérez que la défense dans son ensemble a plutôt fait un bon match ou alors pas d'enflammade, c'est que Montpellier? Non, là, sur ça, par contre, pas d'enflammade, ce n'est que Montpellier. Et il y a encore des échéances où ça sera tout autre. Notamment, on verra Brest, comme l'a dit Jaco, a beaucoup d'absents. Et sincèrement, au Vélodrome, si tu mets ce qu'il faut, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais je me répète, il faut toujours trouver cette efficacité, trouver ce que tu as su faire en seconde mi-temps. Moi, je pense qu'il faudrait à un moment donné réussir à maîtriser un match de la première à la 90e, chose qu'on n'arrive pas, qu'on a su faire que 2 ou 3 fois dans la saison et encore. Donc moi c'est juste cet aspect-là qui me gêne un petit peu. Après on arrive dans le sprint final, on va pas rechigner. Le plus important, on est d'accord, c'est la victoire parce que pour le classement c'est très important. Mais oui, cette défense-là, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle nous fait peur, c'est depuis la première journée de championnat et on aurait dû faire un recrutement axé pour se renforcer au mercato d'hiver, même si je suis d'accord, c'est très compliqué d'aller chercher des joueurs qui amènent une réelle plus-value. Et ça sera le chantier numéro 1 de cet été par contre. Oui, mais tu vois, Condogbial, encore une fois, c'est trop compliqué. Ça a été laborieux encore. Ouais, c'est laborieux, les gars. Il faut se rendre compte que c'est que Montpellier. C'est pas leur faire offense. Il n'y a rien dans cette équipe. C'est impressionnant. Il n'y a absolument rien. Quand on a battu Saint-Etienne, je me suis dit, ouais, c'est une petite équipe, ok. On leur a mis 5 buts. Mais malgré tout, il y avait un état d'esprit. Là, il n'y a rien. C'est inquiétant. Les meilleurs joueurs ne jouent pas. Les joueurs talentueux, on parle d'Andy Delors, on parle de TJ Savanier, de Wabi Kazri, des joueurs qui ont des qualités capables. TJ Savanier, sur un coup de pied arrêté, il a vraiment de l'adresse. Là, ces joueurs-là ne jouent plus. Offensivement, Koulibaly, c'est trop compliqué, esselé. Et on a réussi, malgré tout, à plusieurs reprises, à se pas en danger, mais dans des situations inconfortables qu'on n'aurait pas dû être, Marc. Mais, donc, c'est vrai que l'absence de Balerdi est préjudiciable, vraiment, mais vraiment. Est-ce qu'il sera là contre Brest ? On n'en sait rien, ça sera peut-être un peu juste, mais s'il est là, c'est quand même une autre défense. On dit régulièrement que pour avoir des bons résultats, il faut être bon dans les 2 zones de vérité. On a parlé de la défense. Est-ce que vous considérez que parce qu'il y a eu un 5-1, il y a eu un gros match de l'attaque ? Mais bien sûr, mais voilà, et comme l'a dit l'a cité Jacques, les rentrants ont fait le travail, chose qu'on voyait pratiquement plus. Et voilà, Benasser, quand tu vois qu'il prend le ballon, qu'il se retourne, qu'il envoie Rabiot dans la verticalité, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Qu'auparavant, c'était... Après, est-ce que c'est pas pour une certaine mise en confiance aussi, je pense. Ça jouait beaucoup latéral, beaucoup derrière, pour toucher un peu plus le ballon. Mais quand tu vois que tu joues vite, et que tu as les qualités surtout pour pouvoir le faire, c'est pas comme si tu as que des joueurs de seconde zone, quand même. Quand tu as un Benasser balle au pied, c'est très technique. Quand tu as un Rabiot balle au pied, c'est très technique. Un Greenwood, un Riquet. Donc tu dois pouvoir... Et c'est là où tu vas créer ces décalages-là, c'est en jouant très très vite dans la profondeur. Si tu es toujours plan-plan avec les défenses adverses, c'est des professionnels, hein, c'est pas des joueurs qui jouent en PHA, hein. Ils ont le temps de se replacer et c'est fini. Après, il te faut un exploit. Mais quand tu arrives à jouer vite et que tu as la lucidité et la vivacité pour aller de l'avant, eh ben regarde, tu fais mal. Les attaquants, Greenwood 2 buts. Alors un penalty, ok, d'accord, mais il faut le mettre parce qu'il faut avoir la lucidité nécessaire et il l'avait. Et le deuxième, il est quand même très beau son but. Donc là, encore une fois, quand j'entends les gens, ouais, mais ils défendent pas, arrêtez avec ça, c'est insupportable. Voilà. C'est insupportable de ne pas comprendre que Greenwood n'est pas un défenseur. Après, j'entends, ouais, mais Luis Enrique, il défend mal. Mais il n'a pas appris à défendre, lui. Il joue... ça l'a gavé dans le début. Non, moi aussi, je l'ai entendu. Mais Jaco, il est là. Mais c'est insupportable d'entendre il est là. Il est dans la zone. Oui, mais il est dans la zone. Il est dans la zone. Autant qu'il fasse un peu plus attention. Mais les gars, lui, il va te répondre. Mais quand j'ai été formaté, quand j'ai été à l'école de football depuis petit, on m'a pas appris à être défenseur. Alors qu'il reste sur son côté là-bas. Oui, mais c'est le coach qui lui demande de venir derrière. Et quand il défend mal, tout le monde lui tombe dessus. Mais je trouve ça, c'est pas juste. Quand c'est justifié, les choses, moi je veux bien qu'il soit maladroit comme à Monaco, ça m'agace. Là, je dis, tu n'as pas le droit de manquer ce but-là parce que tu es tout seul, c'était un début de match, tu n'avais pas trop couru. Force professionnelle. Là, je t'en veux, oui. Mais défensivement, je t'en veux pas.
Je t'en veux pas. Sur le but que l'on encaisse, c'est parce que c'est Kondogbia qui fait une passe sur le côté. Lui, il est derrière. Mais il sait pas se positionner. Il est dans pratiquement dans les cages. À Monaco, c'est lui qui couvre aussi sur le jeu. Moi, je trouve qu'on est trop dur avec ce joueur-là. C'est un joueur qui t'apporte offensivement. Défensivement, il est en difficulté. Steph, tu es d'accord avec Jaco sur le cas Luis Enrique? Sur ça, oui. Et à Monaco, c'est lui qui te couvre sur le but du hors-jeu. Donc voilà, parce que c'est pas un joueur qui est habitué à faire ces positionnements-là, à se replacer, à avoir la lucidité défensive pour pouvoir, quand il y a un pas d'avant, le faire en même temps. Et comme je le dis, dans le monde professionnel, ça va tellement vite. Et surtout face à des équipes bien rodées comme Monaco, ça se joue à un bras. Et bien, ça fait qu'après, tu te prends le deuxième but et c'est fini. Et voilà, comme je le dis souvent, ça se joue dans les gros matchs sur des détails. Et là, on l'a vu encore une fois. Après, en face, ce n'est que Montpellier, il y avait déjà un score assez fleuve. Mais tu ne peux pas te permettre de faire à chaque fois des erreurs dans des matchs très importants. 18 buts pour Mason Greenwood. Seuls Bafétembi, Gomis et Didier Drogba ont fait mieux pour une première saison. 18 buts marqués, c'est pas rien, quoi. Ah, c'est énorme. C'est énorme. C'est un joueur qui est bon. C'est vrai qu'il tire les pénaltys et donc ça l'aide aussi à être performant. Voilà. Mais c'est pour ça je trouve beaucoup de supporters injustes avec ce joueur. C'est un joueur qui a été capable aussi d'être passeur décisif. Là, on parle de ses buts, mais combien de fois il a été passeur décisif? Alors, de temps en temps, oui, il est un peu nonchalant. De temps en temps, il t'agace parce que tu le vois plus. Mais des fois, dès qu'il touche le ballon, pouf, ça y est, il y a la lumière dans le stade. Il se passe quelque chose. Des besogneux, on en a. On en a des besogneux, des travailleurs, des rugbyers, des rongiers. Ce sont des joueurs qui travaillent, qui bossent. Mais il faut des talentueux, capables d'un coup d'un seul d'avoir un éclair de génie. C'est ces joueurs-là qui te font lever le stade. Oui, Jaco. donc c'est lui qui te fait. Donc, je trouve encore une fois combien de gens ont été méchants avec lui. Donc moi, je suis très heureux de l'avoir avec nous. Dans les choses qui ont moins fonctionné, je vous ai écouté aussi dans le débrief, il y a le milieu de terrain, Højbjerg, Valentin Rongier sont dans le flop 3 que vous avez donné tous les deux. C'est ce qui a moins bien fonctionné samedi soir. Oui, mais on en revient à ce qu'il est en train de dire. C'est pas des joueurs techniques. C'est pas des joueurs qui vont te créer ces décalages-là, qui vont te créer ces passes dans l'intervalle, ce petit crochet qui va faire que tu vas éliminer un joueur et que tu vas envoyer ton avant-centre en profondeur. Ils le font très rarement. Comme il te dit, c'est des joueurs qui sont là pour faire indirectement le mauvais travail, c'est-à-dire ratisser au milieu, mettre la pression, mettre des coups. Et ça, ils l'ont moins fait ce week-end. Après, en face, il y avait une piètre équipe de Montpellier. Mais face à ces équipes-là, tu attends à ce que ces joueurs dits de haut niveau montent d'un palier et surnagent. Et c'est pas ce qu'on a vu. Même Rabiot aussi marque pas ce but. J'allais vous dire, vous m'en avez pas parlé. On en a parlé à l'antenne avec Karim la première mi-temps et même la deuxième. Je l'ai pas reconnu, Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, buteur encore une fois. Oui, mais buteur, heureusement, ça le sauve de ce match. Je l'ai jamais vu aussi mauvais. Combien de ballons il a raté? Aussi mauvais. Non, il n'a pas été bon. Influent. Mais non. Il faut dire, Marc, je suis pas d'accord avec vous. C'est un joueur qui est très fort. Et quand il est comme ça, il n'est pas bon. Voilà, c'est un joueur qui est performant, qui a des capacités hors normes. Et ce qu'il a fait là, moi, je suis désolé, il n'a pas été bon. Voilà, j'attends autre chose d'Adrien Rabiot. Quand tu veux venir un mec comme ça, tu attends autre chose. Quand Benasser, tu le fais venir, tu sais ce que tu attends. Là, Benasser, il est rentré. Il a fait le travail. On a vu son entrée, on a vu ce dont il est capable, on a vu qu'il est capable de faire dans la verticalité parce qu'il a pris le jeu à son compte. Adrien Rabiot, je suis désolé, très mauvais match d'Adrien Rabiot. Et c'est le fait d'avoir marqué ce but-là qui le sauve. Parce que c'est vrai qu'après, il faut avoir l'adresse nécessaire. Oui. Il n'a pas tremblé. Encore une fois, tu dis, ça, c'est le signe d'un grand joueur de classe. Mais ça, c'est ça qui le sauve. Dans le match, je ne peux pas savoir le nombre de passes qu'il a raté. Steph, tu es d'accord avec Jaco? Les choses ont bougé à partir du moment où Ismaël Benasser est rentré en jeu? Oui, ça a amené du sang frais. Et même Jonathan Rowe, du moment où il est rentré, voilà, comme on le dit, il prend énormément la profondeur. Mais à chaque fois qu'on a fait jouer des joueurs qui aiment prendre cette profondeur-là, tu peux regarder quand il y avait Robin Overs qui rentrait, à chaque fois il était décisif. À l'époque, quand Rowe rentrait, à chaque fois il faisait du sale. Gouiri, chaque fois qu'il prend la profondeur et qu'il arrive à être trouvé, c'est dans ses buts ou actions de but. C'est à chaque fois quand on veut partir sur les côtés, à revenir, à faire des centres où on sait qu'on n'aura jamais un ballon parce qu'on a un avant-centre pour 5 défenseurs. C'est quand on joue droit et comme on dit, droit au but, quand tu joues dans la verticalité, que tu arrives à trouver cette profondeur-là,
À chaque fois, je te le dis, je me répète, ces buts ou occasions de but, arrêtons de partir sur les côtés. Maintenant, si tu as un avançant de 1m85-90 qui a la rapidité et qui est costaud devant, je vais te dire, ouais, mais ça va te servir. Tu as marqué sur un centre. Tu as marqué sur un centre. Murillo, c'est aussi un centre. C'est des centres à mi-hauteur. Oui, Murillo, centre à ras de terre. Oui, mais ça fait, c'est un centre. Parce qu'il y a du dépassement de fonction. On leur demande aussi de centrer. Mais parce qu'il y a du dépassement de fonction, parce qu'il y a du monde qui sont arrivés dans la surface. Quand il n'y a que Gouiri, c'est compliqué. Oui, mais que Gouiri, mais il faut aussi que eux, ils aillent provoquer. Encore une fois, si tu ne provoques pas dans les couloirs, tu arriveras à rien. On s'est agacé toute cette mi-temps parce qu'on ne provoque rien. Alors, est-ce qu'ils ont peur du Vélodrome? Parce qu'il faut aussi parler de ce qui s'est passé avant le match, l'entrée des joueurs. Ça a été encore une fois le frisson. Les supporters, ils ont été magnifiques. Ouais. Chaque fois, je dis la même chose. Je me demande où ils vont aller. Cette performance, c'est le virage où ils sont. Extraordinaire des c'est extraordinaire. Mais toi, tu es dedans, tu le vois pas, mais vous êtes jobard. Des fois, je vois pas trop le match aussi. On a des points comme ça. À partir du premier quart d'heure. Mais est-ce que les gens ne tremblent pas en voyant ça aussi? Ça peut. Mais c'est vrai que le public est magnifique. Jaco, ça doit te normalement, vous me faites tu reçois la lanterne rouge qui vont en Ligue 2. Tu as un stade archi comble, tu bats encore une fois un record. Si tu es joueur de ce club-là, avec ce public-là, tu reçois la lanterne rouge et tu trembles, je me répète, c'est pas être méchant de dire ça. La porte, elle est grande ouverte. Oui, mais en cours de route, si tu trembles contre Montpellier au Vélodrome dans un stade plein, qu'est-ce que ça va me faire rire? En cours de saison, tu vois un joueur dire non, finalement, je tremble. J'arrive pas à supporter la pression du Vélodrome. Quand il vient, il le sait. Ouais. Ils en parlent tous. Ils ont dit on est venu certes pour l'entraîneur, mais ils le savent, mais ils le vivent pas. Certes pour le Vélodrome aussi. Mais attends, Jaco, ça fait que supporter des. Je sais pas. Avec les hauts les bas qu'on a eu, ça a pas sifflé une fois. Quand tu vois la première mi-temps et les rates passées, les passes ratées, pardon, tu te dis il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Oui, mais il y a quelque chose. Pour revenir à Jonathan Rowe, magnifique but. Jonathan Rowe qui à demi-mot faisait part un peu de son regret de pas avoir plus de temps de jeu que ça quand même. Pour moi, je trouve que c'est logique parce qu'à un moment donné, il a été très efficace et chaque rentrée était vraiment très très bonne et on l'a plus vu le jour au lendemain. Donc ça revient à ce que dit Jacques souvent, la gestion d'un groupe. Ceux qui vont bouder, ça va être ceux qui jouent pas. Et d'autant plus que quand on a eu fait appel à toi, si tu as été efficace et décisif et que du jour au lendemain tu disparais sans aucune raison, je peux comprendre que tu grinces un peu des dents. Je peux comprendre. Maintenant, quand tu rentres sur le terrain, tu oublies, tu fais reset et tu dois tout donner. Après, c'est le coach qui fait ses choix, mais sur le terrain, tu dois tout donner. Et là, j'ai retrouvé le Jonathan Rowe du début de saison. Alors moi, je suis 50-50 là-dessus, parce que c'est un joueur que j'adore. Mais vraiment, pour moi, je trouve que c'est un très très bon joueur. Alors, si je suis l'avocat de De Zerbi, je peux dire, oui, moi aussi, mais par contre, chaque fois que tu es rentré, tu m'as pas fait voir grand-chose. Donc, comment veux-tu jouer si je te fais voir les performances que tu as faites jusqu'à présent? Oui, envoie-moi des signaux toi aussi. Envoie-moi des signaux toi aussi, parce que là, tu veux bien jouer, mais chaque fois que tu es rentré, excuse-moi, il y a un passage très très compliqué. Si je suis l'avocat de Jonathan Rowe, j'ai dit, mais coach, moi, chaque fois que je rentre, j'ai envie de faire vite, parce que j'ai très peu de temps de jeu, et donc, finalement, il veut faire des choses rapidement, et il perd le ballon, parce qu'il va trop vite. Tu vois, dans la précipitation, il perd justement cette lucidité. Donc, c'est pour ça que c'est un 50-50. Je peux comprendre le joueur, mais, les gars, est-ce qu'il a du talent? La réponse est oui. Gestion du groupe, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Comme d'habitude, tu me fais des passes D dans cette formidable émission. L'OM a récupéré sa deuxième place au classement et en profitant bien sûr du match nul de Monaco. Et pour les 4 derniers matchs, Roberto De Zerbi décide d'une mise au vert en terre romaine pour peut-être s'éloigner de l'effervescence marseillaise. Comment tu perçois cette décision de se mettre un peu dans une bulle à 50, tous les joueurs, tout le staff? Comment tu vis ça? Ça, je pense, c'est propre au coach et à son staff. Voilà, il a ses habitudes de par les clubs où il est passé. Et là, il voit qu'on est dans le sprint final. Et oui, ce week-end, ça nous a souri. Parce qu'il y a même la défaite de Lyon à Saint-Etienne. Mais rien n'est fait.
Ça, c'est une vérité. Et peut-être pour recentrer tout le monde, il a vu que quand il avait fait son petit stage commando à Malmort, après on était reparti de l'avant. Donc je pense qu'il se dit, j'en refais un. Et pour souder tout le monde, pour que tout le monde tire dans la même direction et atteindre nos objectifs. Moi, je le ressens comme ça. Jaco, tu as été, toi, dans un staff. Est-ce que ce genre de mise au vert, ça peut être bien vécu, ou est-ce que tu rejoins certains observateurs qui disent ouais, ils se mettent au vert parce qu'ils sont un peu fébriles dans cette fin de saison? Non, je pense juste que c'est pas sûr que ça fasse du bien. On verra à la fin si c'est lui qui a raison ou c'est moi qui ai tort. Personnellement, je trouve que c'est difficile parce que quand tu es dans le sport de haut niveau, tu as besoin à un moment donné de débrancher un peu la prise. Et le fait, tu vois, l'entraîneur, si tu l'entends toute la journée sur le terrain, si tu l'entends faire les vidéos, si tu l'entends faire les causeries d'avant-match, les causeries d'après-match, et si tu te le tapes toute la semaine à Rome, à un moment donné, il peut te saouler. Qui s'appelle De Zerbi, qui s'appelle n'importe qui. C'est pas obligé que ça soit un stage commando. Hein. Non, mais sans être commando, les gars. Mais moi, j'ai horreur de ce truc-là, parce que ça, c'est pas... Oui, tu vas pas la guerre. Pas, ces choses de commando, ça n'existe pas. Maintenant, on a inventé ça. Ce sont des stages ou de rassemblement où tu es tous ensemble plus régulièrement que quand tu es à la commanderie, parce que le soir, tu rentres. Par contre, tout le monde a besoin d'un peu débrancher. Et même le coach. Le coach, à un moment donné, lui aussi, il aura peut-être besoin de sa famille, de parler d'autres choses pour pouvoir un peu avoir l'esprit vif. Des fois, tu as la tête dans le guidon et tu vois pas des choses. Donc, on verra si à la fin, ça lui donne raison. Moi, personnellement, je ne sais pas quelque chose que j'aurais fait. Un mot sur les supporters. On a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Magnifique animation d'avant-match. Les winners pour leur anniversaire. Avec un spectacle grandiose. Mais comme d'habitude, voilà, on se dit... Chaque match, c'est tifo, c'est spectacle, c'est un coup les fanatiques, un coup les MTP, un coup les Dodgers, un coup les Ultras, un coup les Winners, un coup le CAOM. Et voilà, quand le stade est à l'unisson comme ça, et c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre, moi, que les joueurs, c'est quelque chose que j'arrive pas à entendre, et surtout à comprendre, quand tu vois un public avec cette puissance-là, cette ferveur-là, et la passion qu'il dégage, c'est pour ça qu'aussi on est très, très, très exigeant, avec ce qu'on veut voir sur la pelouse. Comme on l'a dit, on l'a toujours dit, je me répète moi souvent sur ça, perdre des matchs, en perdra encore, mais tu dois tout donner. Si tu donnes tout, le public t'applaudira toujours. Et ira toujours dans le sens d'aller de l'avant. Maintenant, quand on voit certains matchs qu'on a vus cette saison, quand tu vois le 11, voire le 14, 15 que tu as dans cet effectif-là, c'est inacceptable et inadmissible. Et ça reste un public de connaisseurs. Et oui, on a des ambitions élevées. Oui, il y en a marre de ne plus avoir de titre à Marseille. Ce public-là, cette ville-là, mérite un titre et le plus rapidement possible. Allez, on espère que la Ligue lâchera la grappe aux supporters et qu'il n'y aura pas de sanctions qui viendront au milieu gâcher cette jolie fête de samedi soir. L'Olympique de Marseille a récupéré sa deuxième place, un point d'avance sur Monaco et se prépare bien sûr à la réception de Brest. Ce sera dimanche à partir de 20h45. Merci les frérots. C'est tout pour ce soir. Merci mon Steph. Toujours un plaisir. Merci mon Jaco. Merci les amis. À demain, 18h.